On va tout de suite partir en direction du Sénat, rejoindre Gauthier Lebret et Jean-Laurent Constantini. Bonsoir à tous les deux. Le Sénat a adopté une mesure en faveur, mon cher Gauthier, des mères de famille. Il était temps d'y penser. Absolument, ça va concerner les mères de famille qui partiront à partir de 63 ans à la retraite. Elles verront leur retraite revalorisée à hauteur de 5%. Et depuis que cette mesure a été adoptée ici au Sénat, la droite essaye d'accélérer les événements face à l'obstruction de la gauche qui dépose des sous-amendements, qui fait des rappels au règlement pour tenter d'éviter un vote avant dimanche minuit. C'est à ce moment-là que les débats s'arrêteront pour dire au gouvernement que sa réforme n'est pas légitime, car le gouvernement n'aurait pas réussi dans ce cas-là à faire voter l'ensemble de sa réforme à la fois par les députés et les sénateurs. Et un sénateur me confiait à l'instant que la possibilité de voir cette réforme des retraites adoptée dans sa globalité s'éloigne petit à petit. Alors Gérard Larcher a plusieurs bottes secrètes, il a plusieurs articles justement du règlement intérieur ici au Sénat qui lui permet de réduire la durée des débats, mais ça ne pourrait ne pas suffire. Merci beaucoup Gauthier Lebret. Avec Jean-Laurent Constantini, Éric Chevet, même au Sénat, on voit que les débats sont difficiles. Cette mesure pour les mères de famille, elle était importante? C'était une vraie injustice? Oui, parce qu'effectivement, on a constaté à la lecture, au décryptage en fait, du projet qui était sur la table que l'avantage dont bénéficiaient les mères de famille, qui est un avantage relatif, en fait, était diminué par le fait de repousser de 2 ans. Donc, c'est d'ailleurs à la limite une bonne nouvelle, parce que petit à petit, ça veut dire que les femmes entrent plus dans le monde du travail et du coup acquièrent plus de droits à égalité que des hommes, enfin avec des écarts encore très importants, mais petit à petit, sur les salaires notamment, et petit à petit, on a été interpellé quand on a été auditionné au Sénat sur cette question-là. Très clairement, ce qu'on pense, nous, à la CPME, c'est que les dispositifs qui ont été envisagés pour... Petites et moyennes entreprises. Oui, petites et moyennes entreprises, qui ont été envisagés pour corriger les inégalités femmes-hommes, doivent être, de notre point de vue, remise à plat dans leur totalité, et notamment tout ce qui est politique familiale. Je crois qu'il faut reprendre une remise à plat de la politique familiale. On a besoin d'une politique nataliste dans notre pays. On aura besoin de travailleurs aussi. Les entreprises en ont besoin. Et donc, il faut reprendre une politique à plat, reposer la question de la politique familiale. Là, cette histoire de pension, ça va concerner Jean-Sébastien Ferjou, 130 000 femmes par an et environ donc 30% d'entre elles, une mesure chiffrée à 300 millions d'euros. On va ajouter comme ça, on va faire des additions et finalement, peut-être que la réforme, in fine, elle va rien rapporter. Mais c'est le scénario le plus vraisemblable. C'est ce que vous pensez ? Oui, mais déjà, de toute façon, ça a été le cas des réformes précédentes. La réforme qui avait été votée du temps de Nicolas Sarkozy, il a fallu 10 ans avant de l'amortir parce qu'on avait beaucoup lâché, entre guillemets, pour pouvoir la faire ou créer une forme d'acceptabilité, en quelque sorte, par le corps social français. Mais là, comme elle est très peu ambitieuse dès le départ, il faut rappeler quand même les chiffres. Il faut rappeler les chiffres. Là, on parle de quoi ? On parle d'un gouvernement qui veut économiser. Alors, certains jours, c'est 18 milliards, le lendemain, c'est 13. Parfois, on entend même 5 maintenant. Olivier Dussopt disait, on n'est même plus certain, d'ailleurs, que ça permettra de faire des économies sur 350 milliards de pensions versées chaque année. Vous voyez, donc admettons 10 milliards, un chiffre moyen, 10 milliards 350. De l'autre côté, vous avez quoi dans la dernière loi de finances sur l'année 2022 ? 165 milliards de déficit. Là, on ne parle pas de 10, on parle de 165 milliards de déficit sur 500 milliards de dépenses. Vous voyez le rapport, c'est quasiment pas de 1 à 2, mais enfin de 1 à 3. Alors que là, on parle de quelque chose qui, finalement, du point de vue d'un technocrate, c'est le trait, l'épaisseur du crayon. C'est une réforme qui est malheureusement terriblement technocratique, qu'il aurait fallu intégrer dans une réflexion à la fois beaucoup plus vaste sur la place du travail, le sens du travail, la place des seniors dans l'économie française, et dans une réflexion également beaucoup plus vaste sur les finances publiques française, parce que si on veut envoyer un signal au marché financier ou à l'Union européenne, parce que le rationnel du gouvernement pour le faire, c'est quand même celui-là, ils ne veulent pas véritablement sauver le système de retraite, ça ne va pas le sauver, on le sait, il faudra des clauses de revoyure assez rapidement. Mais envoyons dans ce cas-là un vrai signal et prenons à bras-le-corps le problème des finances publiques françaises. Charles Consigny, est-ce que le gouvernement a intérêt à faire passer au vote cette réforme ? On voit qu'il y a des rustines dans tous les sens. Est-ce qu'il doute aujourd'hui de pouvoir la faire passer par un vote et donc il pourrait éventuellement utiliser le 49.3 ? J'imagine qu'ils vont s'assurer avant de passer au vote qu'ils ont les votants pour ça. Franchement, moi je pense que c'est devenu un débat très symbolique dans la mesure où en réalité beaucoup de Français ne comptent plus sur les caisses publiques pour assurer leur retraite. Beaucoup sont à mon avis lucides sur le fait que si on ne fait pas ce report de l'âge maintenant, on le refera peut-être dans 2 ans, 3 ans.
on ira vers cet âge qui ressemble à l'âge de départ qui existe dans les autres pays européens qui sont comparables à la France. Donc je crois que ça s'est cristallisé surtout sur un symbole, en fait. C'est le symbole de... finalement, du fait que le gouvernement d'Emmanuel Macron, finalement, ne fait des réformes que sans jamais aller chercher de solidarité chez les citoyens les plus fortunés. Il y a toujours un peu cet arrière-fond qui tapisse le débat. Et c'est par ailleurs, pour moi, un retour des syndicats aussi, qui, à la faveur de cette réforme, reprennent du poil de la bête par rapport à la France insoumise. Donc je pense qu'on a basculé dans quelque chose qui n'a plus grand-chose à voir avec la question de l'âge de départ, d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire que Emmanuel Macron veut absolument faire cette réforme pour dire qu'il l'a fait. Et les contestataires veulent s'opposer jusqu'au bout pour éprouver leur capacité d'opposition. Éric Chevet, Jean-Sébastien Ferjou évoquait la réforme du travail. Elle est en gestation. La loi plein emploi va être étudiée dans les prochaines semaines. Est-ce qu'il y a des pistes de réflexion sur lesquelles il faudrait travailler ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer, encore une fois, le travail dans notre pays ? On sent bien qu'effectivement, il y a un sujet autour du travail. Et d'ailleurs, le Conseil national de la refondation assise du travail travaille sur cette question, justement, et essaye de progresser sur ce sujet. Au-delà quand même des clichés, parce qu'il y a quand même beaucoup de clichés là-dessus. Les jeunes ne veulent plus faire ceci, le télétravail partout, etc., etc. Au-delà des clichés, ce qui est sûr, c'est que les 20 dernières années qu'on vient de connaître ont été des années de productivité maximale. Il fallait compenser, très clairement, dans l'économie française, la mise en place des 35 heures. Et donc, du coup, c'est vrai que la productivité française était la meilleure du monde pendant 20 ans. Est-ce qu'on a, pour le coup, épuisé nos salariés avec cette productivité ? Peut-être. C'est peut-être pour ça que, quand on leur demande de faire 2 ans de plus, ils disent non, je t'ai plus, j'en veux plus. Mais donc, du coup, ça nous oblige à repenser effectivement l'organisation du travail, à retravailler sur ces sujets-là. Donc, on va faire un certain nombre de propositions pour la loi plein emploi qui seront possiblement discutées. Mais je pense que on a la question de... les sujets sur lesquels on travaille beaucoup en ce moment, c'est sur la question des accidents du travail, des maladies professionnelles, par exemple, la prise en compte de l'usure professionnelle, qui est un sujet qui est dans la loi retraite et qui n'est absolument jamais abordé. C'est très dommage de mon point de vue. Sur ces sujets-là, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Sur la prévention de l'usure professionnelle, on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Et ça, y compris en discutant sur l'environnement de travail, la question du travail. Il y a la question effectivement des contrats, la complexité du contrat de travail. Aujourd'hui, le contrat de travail tel qu'il a été imaginé, les contrats de travail tels qu'ils existent, CDI, etc., CDD, etc., très en silo, tout ça, ça ne plaît plus aujourd'hui, notamment aux jeunes. Donc la possibilité d'avoir un contrat unique, progressif, on parle de droit progressif, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais on est en train d'analyser ça. Peut-être que c'est un sujet aussi sur lequel il faut travailler, qui permettrait à la fois de satisfaire les salariés qui sont en poste, mais aussi d'attirer les jeunes dans nos entreprises. Une question de Jean-Sébastien Ferjou et après une autre. Est-ce que ça suffit ? Parce que moi, j'entends tout ce que vous dites, et bien sûr, ce sont des pistes de réflexion qui sont très intéressantes, mais on en parlait tout à l'heure avant que vous arriviez sur ce plateau-là. Oui. Derrière les bons chiffres de l'emploi, si on fait abstraction de la question des radiations, du halo, du chômage, bref, derrière les bons chiffres de l'emploi, il y a quand même une réalité qui est les emplois que nous créons aujourd'hui ne sont plus les mêmes que ceux que nous créions au moment des Trente Glorieuses, et donc ce ne sont pas du tout des emplois qui offrent la même intégration économique et sociale que ceux qu'on créait il y a encore 30 ans ou 40 ans. Et donc, est-ce que de toute façon, c'est pas une réflexion massive que nous devons avoir sur la réindustrialisation du pays ? Alors, ça paraît très banal que de le dire, sauf qu'on est dans l'injonction contradictoire permanente en voulant faire plus d'environnemental, plus de social. On a une société mais il n'y a que la prospérité, en quelque sorte, qui peut améliorer le sort du travail. On a une société, effectivement, qui est très basculée sur les services, sur une société de services, hein, et l'industrie, effectivement, a reculé. Le primaire, ce qu'on appelle le secteur primaire a reculé. C'est un peu dommage, d'ailleurs, parce qu'on paye généralement bien dans l'industrie. Les salaires sont plus élevés dans l'industrie. La productivité est mauvaise dans les services. Et la productivité est mauvaise dans les services. Donc, il y a effectivement ces réflexions aussi d'avoir une
question de partage de la valeur. Vous savez qu'on a signé un accord sur le partage de la valeur dans l'entreprise. Ça veut dire quoi, partage de la valeur? Partage de la valeur, de l'intéressement, ça veut dire... Alors, ça veut dire soit intéressement, soit participation, soit prime de partage de la valeur, la fameuse prime Macron qui a été maintenant pérennisée dans le Code du travail. Dans le Code du travail. Et nous avons maintenant obtenu un accord largement majoritaire avec les syndicats sur cette question et qui est tout à fait intéressant, tout à fait novateur, qui introduit de l'obligation de partage de la valeur jusque dans la PME de 11 salariés et plus. Donc ça, c'est tout à fait novateur, c'est très intéressant, et on voit que là, ça bouge un peu sur ce plan-là. Il y a une question qu'il faut se poser aussi, c'est celle de la répartition de la valeur, mais de la valeur globalement, au-delà entre les entreprises, et notamment entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants. Il y a un petit sujet, tout comme il y a un sujet au niveau mondial entre la répartition suite à la mondialisation, le partage de la valeur et la fixation dans les différents coins du monde, il y a un sujet, pour nous, CPME, évidemment, vous imaginez bien, la question du partage de la valeur entre les entreprises et notamment les gros donneurs d'ordre. Alors là, il y a beaucoup de pistes, évidemment, qu'on a évoquées sur cette loi plein emploi qui arrivera bien après cette réforme des retraites. Mais il y a néanmoins un sujet que je voulais aborder avec vous, c'est la fébrilité du gouvernement et des ministres. On les a vus beaucoup s'énerver ces derniers temps dans l'hémicycle. Maître Consigny, vous êtes avocat. Votre ancien confrère Éric Dupond-Moretti s'est particulièrement illustré il y a 2 jours en faisant des bras d'honneur. Non pas 2, comme on le pensait, mais 3, finalement. Les images nous sont parvenues. Je les décrypte pour nos auditeurs. On le voit faire un premier bras d'honneur, un deuxième bras d'honneur, un troisième bras d'honneur. Tout ça parce qu'un député LR avait l'outrecuidance de lui rappeler qu'il avait été mis en examen pour conflit d'intérêts. Est-ce que cette attitude-là, elle est de nature à favoriser la sérénité des débats, que ce soit à l'Assemblée et dans la rue ? Non, mais sans doute, Éric Dupond-Moretti ne devrait pas faire ça, c'est certain. Et d'ailleurs, c'est heureux qu'il se soit excusé. Après, c'est quelqu'un qui a l'habitude de transgresser les règles. Il le faisait déjà comme avocat. Il le faisait avec talent, puisque dans les salles d'audience, les règles sont aussi parfois une façon d'étouffer la défense. Et donc, un avocat se doit de transgresser les règles. Et je pense, moi, par ailleurs, que cette mise en examen dont il fait l'objet est honteuse. Et donc, je comprends qu'il soit exaspéré par cette mise en examen parce que depuis qu'il a été nommé garde des Sceaux, un certain nombre de magistrats et de syndicats de magistrats lui font une guerre en l'empêchant d'exercer sereinement ses fonctions de ministre de la Justice parce qu'il ne supporte pas que ce ministre qui transgressait les règles, qui était un défenseur très radical, puisse devenir tout à coup leur ministre, leur autorité de tutelle. Et donc, c'est pas pour ça qu'il fait des bras d'honneur non plus dans la... Alors, il fait des bras d'honneur, en l'occurrence, parce qu'on rappelle sa mise en examen. Et donc, moi, je comprends son exaspération par rapport à sa mise en examen. C'est sûr que, comme disait Camus, un homme, ça s'empêche, et que donc... et surtout un ministre de la justice. Mais donc moi je trouve que ça n'est pas correct. Je trouve tout à fait indispensable qu'il ait présenté les plus plates excuses possibles, surtout à un député de la qualité d'Olivier Marleix, par ailleurs, qui est quand même un des députés les plus compétents, je pense, de l'Assemblée nationale. Okay. Mais je comprends son coup de sang par rapport au sujet dont il était question. Votre avocat. Dans ce cas-là, il ne faut pas demander aux policiers de garder leur nerf en toutes circonstances, y compris quand ils se font insulter et qu'on leur jette des pavés sur la tête. Parce que si on a le droit de s'énerver... Pardon, je comprends absolument le fond de votre raisonnement sur... je pense aussi que les magistrats n'ont pas à choisir leur ministre et à décider que lui qui était avocat et qui s'était... Bref, n'aurait pas vocation à l'être. En revanche, pardon, mais quand vous êtes un homme d'État ou quand vous avez ce niveau-là de responsabilité, vous devez dépasser votre propre personne. Et encore une fois, on demande notamment aux policiers de garder leur nerf en toutes circonstances. Ils sont sanctionnés et c'est normal s'ils perdent leur nerf. Et pourtant, Dieu sait si on les agresse, si on les insulte, si on leur balance des trucs. On a encore vu des images tragiques d'une policière avec qui se prenait un pavé. Ben, je suis désolé, la moindre des choses, quand on est ministre, c'est de donner l'exemple. Et puis, dernier point, si vous n'êtes pas capable de garder vos nerfs, et donc il serait ministre de la Défense, il voit Vladimir Poutine, ça se passe mal, il lui balance un truc dans la gueule, on entre en guerre, enfin c'est quoi ? Monsieur Chevet, Éric Chevet, votre réflexion sur cette... Il n'y a pas de réaction officielle de la CPME sur le comportement de monsieur Moretti, évidemment. Une réaction personnelle, alors ? En général, ça se traîne parce que... mais on fait attention, effectivement, dans le cadre de travail. Des fois, on peut être énervé, on fait
fait attention à notre comportement et ne pas heurter outre mesure. Et effectivement, c'est un peu déplacé, oui. Comment est-ce que tout ça va se terminer dans la rue? Est-ce que vous redoutez une radicalisation des actions? Non. Là, je pensais plutôt aux mobilisations, au blocage qu'on voit dans l'énergie, sur l'essence, au péage autoroutier. Comment vous voyez les choses? Écoutez, on aimerait bien savoir déjà. Je ne sais pas. Ce qu'on espère, nous, c'est qu'on en sorte le plus vite possible, évidemment. Que la CMP soit conclusive, la commission mixte paritaire, soit conclusive la semaine prochaine et que le Parlement puisse adopter cette réforme, qu'on puisse peut-être passer à autre chose et qu'on puisse laisser un petit peu derrière nous cette discussion-là et la reprendre tranquillement au moment de la loi plein emploi, qui sera un petit peu voiture-balai sur ces questions-là et qui permettra de corriger un certain nombre de choses. Je pense par exemple au contrat senior que le Sénat a mis en place, vous voyez, qui propose des exonérations d'allocations familiales. La bonne solution, c'est pas les allocations familiales, c'est les exonérations de cotisations chômage. Sauf qu'on peut pas le faire dans un PLFSS parce que c'est de la Sécu. Donc vous pourriez le faire dans la loi plein emploi. On pourrait faire des choses là-dessus aussi. Le compte épargne-temps aussi, il y a quelque chose à travailler là-dessus. Moi, je pense que sur le compte épargne-temps, peut-être... Alors, dans les PME, on n'aime pas trop le compte épargne-temps parce qu'évidemment, on ne peut pas le traiter en interne de l'entreprise. Donc, évidemment, c'est de la sortie de cash dans tous les cas de figure. Donc, c'est compliqué dans une PME. Maintenant, on peut imaginer qu'un compte épargne-temps universel de fin de carrière puisse être intéressant pour redonner une deuxième chance de partir plus tôt aussi en départ en fin de carrière. Mais si les blocages persistent, ça va quand même impacter les PME. Alors oui, on est inquiet de ça. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que la Covid est passée par là et qu'on sait travailler aussi à distance aujourd'hui, même si c'est qu'un tiers des postes, et que l'impact, notamment dans les agglomérations, c'est là que les postes sont le plus facilement télétravaillables et c'est là que ça bloque le plus. Et dans les campagnes et dans les villes moyennes, rien n'empêche de travailler aujourd'hui et visiblement, ça se passe plutôt bien. Donc les impacts sont beaucoup moins forts. On ne va pas le dire trop fort parce que vous pourrez trouver d'autres systèmes maintenant pour essayer de nous bloquer. Couper l'électricité, c'est radical. Il n'y a pas de télétravail. Par exemple, mais les impacts sont un peu moins forts, effectivement, des mouvements de grève qui l'ont été il y a 30 ans ou 40 ans. Ça, c'est clair. On le sent aujourd'hui. Maintenant, le problème, c'est l'état d'esprit en fait, que ça crée. Oui. Et tout ça, c'est pas bon pour le climat des affaires. C'est pas bon. Le pays restera fracturé après cette réforme en tout cas, il va falloir effectivement du fil et d'une aiguille pour recoudre quand même tout ça, parce qu'il y a besoin de remettre un petit peu de vivre ensemble dans notre société. Charles Consigny, vous faites le même constat. Le pays est divisé. Oui, c'est paradoxal, si vous voulez, parce que moi, je pense que ce qui divise le plus les Français, c'est la même chose depuis plusieurs siècles, c'est l'argent, le rapport à l'argent, le rapport au patrimoine de chacun et aux moyens financiers de chacun. Les États-Unis ont un complexe par rapport au sexe et la France a un complexe par rapport à l'argent. C'est très ancien. Ce qui est paradoxal, c'est que on a une famille politique aujourd'hui, cette espèce de centre-droit macroniste, qui est assez décomplexé par rapport à l'argent, mais qui ne l'assume pas vraiment, qui fait semblant de ne pas être dans cet état d'esprit. Et donc, ça crée, je pense, du ressentiment chez beaucoup de Français qui ont l'impression qu'on se moque d'eux. Quand la droite assume de vouloir faire en sorte que les gens gagnent plus d'argent, quand elle assume être décomplexé par rapport à ça, ça passe mieux que quand on fait semblant. Et je crois que c'est un peu le péché originel de cette famille politique, c'est que elle fait semblant d'être ce qu'elle n'est pas. En réalité, c'est une espèce de droite baladurienne et elle essaye de se donner l'image d'un grand parti progressiste inclusif, alors qu'à mon avis, elle se moque totalement du sort des plus précaires. Un dernier mot, Jean-Sébastien Ferjou, en 30 secondes. Je crois que malheureusement, le grand absent de tout ça, c'est un impact sur le travail, c'est un impact sur le quotidien en permanence et sur les inégalités et la perception qu'on a de l'argent, c'est l'immobilier. Parce que si vous raisonnez en termes de pouvoir d'achat, créer de la croissance, ça se fait pas quand même d'un coup de baguette magique. Et Bruno Le Maire n'a aucun pouvoir en la matière, mais ni lui, ni personne d'autre d'ailleurs. En revanche, sur l'immobilier, on pourrait agir et ça pourrait avoir un impact majeur sur le pouvoir d'achat des Français. Parce que être traité selon que vous soyez propriétaire ou pas, ça fait une énorme différence et que bien souvent, on oublie ce truc-là, mais qui devrait être au cœur de tous les programmes présidentiels et auxquels personne ne s'intéresse. Merci à tous d'avoir participé à Punchline. Merci beaucoup Éric Chevet, vice-président